j'ai fini par penser que le pouvoir journalistique était là, non pas dans l'acte de faire, mais dans l'acte de faire dire. Il y a un jeune qui reste devant moi et qui me dit « mais je ne sais pas pourquoi je suis là, parce que de toute façon je ne pourrai jamais être journaliste, parce que mon père est maçon et ma mère est femme de ménage ». Et là, je me suis dit, mais quelle injustice sociale! Et aujourd'hui, un jeune de 20 ans se doit d'avoir un diplôme. Pour autant, il se doit d'avoir de l'expérience. Parce qu'un diplôme sans aucune expérience, eh bien, ça ne donne pas un emploi. Soyez curieux, posez-vous des questions, posez-vous sans cesse des questions. Alors il y a des invités qu'on a envie d'entendre pendant longtemps parce qu'ils ont passé leur vie à poser des questions, à tendre des micros, à capter des silences et à transmettre. Marc-Alexis Roquejoffre fait partie de ceux-là. Journaliste radio, télé aussi, rédacteur en chef, producteur et enseignant, il est de ceux dont le parcours ne se résume pas à une ligne de CV, mais plutôt à un fil rouge, celui de la transmission. Transmettre un métier, on va en parler dans un instant, une exigence, un regard, et surtout transmettre une passion du journalisme comme un acte, vous allez le voir, de responsabilité dans un monde qui change vite, peut-être un peu trop vite. Alors dans cet épisode, on va parler de diplôme, d'expérience aussi, de la jeunesse, beaucoup bousculée par le Covid, des médias d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi d'Afrique, d'éducation, de ce qu'il faut cultiver pour rester libre quand on choisit de former les autres. Et pour une fois, ce n'est pas lui qui pose les questions, et donc c'est moi qui ai la pression. Merci beaucoup Marc-Alexis d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Philippine. On est très heureux de vous recevoir. Alors, je disais, votre carrière couvre 30 ans d'évolution médiatique. Vous avez été au cœur de ce sujet-là, du journalisme, des médias, avec, je l'imagine évidemment, une succession d'événements, de périodes qui ont été plus ou moins un tournant pour vous, qui vous ont marqué. Et puis après, vous êtes arrivé dans l'enseignement, dans la transmission, et en même temps, c'est, je le disais en introduction, le fil rouge de votre parcours. Peut-être pour commencer d'abord sur le métier qui a été le vôtre pendant des années, celui de journaliste. Quel regard vous portez sur cette période-là, non négligeable, qui a été celle du début de votre vie? Et peut-être si vous avez un ou deux événements marquants qui ont peut-être façonné votre manière de voir le monde aujourd'hui. Une évolution du métier. Moi, j'ai commencé en radio, j'ai fait beaucoup de radio, beaucoup de télévision, un petit peu moins d'écrit, mais bon, quand on fait de la radio et de la télé, vous le savez très bien, on fait aussi de l'écrit, mais moins d'écrit au sens du print. Ouais. Beaucoup de radio, pas mal de télévision, et j'ai commencé avec les vieux Rivox, c'est-à-dire les bancs de montage à bande et à bobino, les bobs, comme on les appelait. C'était très loin de la belle table qui est à côté de nous, où on apprenait donc à entendre le ouh de l'expression et qu'on allait conserver ou pas. J'ai vécu une évolution aussi des journalistes qui, pour certains, n'ont pas souhaité, n'ont pas accepté, n'ont pas compris l'importance du cross-média, qui est aujourd'hui au cœur de l'enseignement que je propose. On y reviendra probablement. J'ai vécu aussi la période de transition où les journalistes commençaient à donner leur avis, avec un bouleversement idéologique, un bouleversement dans le concept même de la retenue, de l'objectivité, de la neutralité. J'ai vécu le moment où le journalisme de marque a pris le dessus par rapport à un journalisme d'investigation. Voilà un petit peu comment j'ai vécu ces 30 années que vous me rappelez, en sachant que je viens de fêter mon anniversaire le 8 mai. Ah, bon anniversaire. Merci. Et forcément, aujourd'hui, voilà, je dois dire, même 35 ans de métier, puisque j'ai commencé très tôt. Quel conseil, justement, vous auriez aimé recevoir à vos débuts dans ce métier-là? Vous qui avez commencé tôt. D'accepter la patience. Pas facile, ça. Non, la patience de la réponse. D'abord, la patience de la mise en place des plateaux radio, des plateaux télé. Pour quelqu'un comme moi qui est particulièrement impatient, c'est toujours un casse-tête insupportable. Donc, la patience. Ensuite, sur le terrain, j'ai dû aussi faire l'expérience d'aller chercher
de la matière orale, de la matière intellectuelle, à travers des discours qui n'en finissent plus d'en finir, qui sont absolument pas intéressants, et il faut en récupérer 20 secondes sur une demi-heure de discours. Voilà, donc la patience dans un premier temps, j'aurais aimé que l'on me prépare à ça. Ouais. Et puis, j'aurais aimé que l'on me prépare aussi à ne pas être frustré de ne pas donner mon propre avis. Ou que l'on m'explique que mon avis, je pourrais le donner à travers la formulation de mes questions. Et j'ai fini par penser que le pouvoir journalistique était là, non pas dans l'acte de faire, mais dans l'acte de faire dire. Ça, c'est fort. Je sais pas. Parce qu'à l'ère du buzz, ère qu'on connaît aujourd'hui, la rigueur journalistique est-elle encore une priorité ? Elle doit le redevenir. On l'a un peu perdu ? Mais nous aussi, les journalistes, nous l'avons perdu. Nous avons les médecins que nous méritons, nous avons les imams que nous méritons, nous avons les curés que nous méritons, nous avons les profs que nous méritons, nous avons les politiques que nous méritons et les journalistes que nous méritons. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que votre parcours professionnel, il est riche, il est dense aussi. Vous avez fondé, alors on prononce ça l'IFIC ? IFIC ? Pardon, je finissais mon café. Mais je vous en prie, à la vôtre. En 2002, l'IFIC, on prononce ça l'IFIC ? Oui, on prononce IFIC, Institut de formation à l'information et à la communication. Voilà. Sur l'anecdote de la création de cet anagramme, j'ai dû mettre à peu près 1 mois à réfléchir à ce titre, à cet anagramme. Parce Pourquoi ? que je voulais tenter de tout mettre en quelques lettres. C'est pas facile, ça non plus. Non. Non. Et vous y êtes parvenu. Et aujourd'hui, ça rentre, en tout cas dans les esprits, du côté de l'Auvergne, là où est installé l'IFIC, ça rentre dans les esprits. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à un moment particulier de votre vie à vous tourner justement vers la transmission ? 3 choses. Le plaisir d'enseigner, de transmettre, les cheveux blancs qui sont arrivés, et puis bien évidemment la volonté de ma moitié, Marité, que je remercie ici publiquement parce que c'est elle qui m'a poussé à monter cette école. Elle aime bien raconter cette histoire. Alors, l'histoire est vraie et je peux la raconter. Elle avait remarqué qu'à plusieurs reprises dans la rue, il y avait des jeunes qui s'arrêtaient ou qui changeaient de trottoir pour venir me saluer en me disant « Monsieur, on est devenu journaliste, on est devenu communicant grâce à vous, grâce à vos cours. On se rappelle de ceci, de cela. » Voilà. Bon, bref. Sympa. Et du coup, elle m'a dit « Écoute, tu vas arrêter de travailler pour les autres, tu vas travailler pour toi, pour nous. » Et on a monté cette école ensemble. D'accord. Ça s'appelle donc l'IFIC. Vous avez combien d'étudiants aujourd'hui ? La première année, nous sommes une jeune école, 4 ans d'existence. Première année, 12 étudiants, deuxième année, 18, au moment où on se parle, 30. Et les perspectives de septembre 2025 nous amènent à 45. Donc on grossit, l'école grandit. Aujourd'hui, mes préoccupations sont d'avoir suffisamment de mètres carrés complémentaires. J'imagine. Pour rester une école non business, mais une école de proximité. Vous avez dirigé, animé, produit, informé pendant des années. À quel moment, justement, vous vous êtes dit que transmettre, c'était devenu presque plus important que faire, et notamment faire pour les autres ? Je ne sais pas vraiment répondre à votre question. Peut-être après la Covid ou pendant la Covid. Peut-être. Mais Ça a été quoi le déclic ? Vous savez pas trop ? Non, franchement, je sais pas. Le fait de se dire que nous avons, quand on a réussi 2-3 choses dans sa vie, nous avons une responsabilité à raconter, à témoigner d'une expérience, à dire aussi que ça n'a pas été forcément simple. Je veux bien, là encore, révéler quelque chose dont je n'ai pas forcément beaucoup parlé, mais je le fais publiquement devant vous, parce que j'ai confiance aussi en vous. J'ai écouté vos podcasts. C'est gentil. Et j'avais une 30aine d'années, j'étais dans un forum de métier, donc j'étais journaliste,
Et on me faisait parler, bien sûr, du plus beau métier au monde, le journalisme. Et puis, il y avait plein de jeunes devant moi. Puis à la fin, quand j'ai eu terminé, il y a un jeune qui reste devant moi et qui me dit « Mais je ne sais pas pourquoi je suis là, parce que de toute façon, je ne pourrai jamais être journaliste. » Et je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce que mon père est maçon et ma mère est femme de ménage. » Et là, je me suis dit « Mais quelle injustice sociale qui pèse déjà sur les épaules de ce jeune homme. » Bien sûr. Il ne nous dit pas je peux pas être journaliste parce que j'ai pas suffisamment de bagages intellectuels, j'aime pas la philo, j'aime pas l'histoire, j'y comprends rien au monde contemporain, aux accords de ceci ou de cela. Non, il me dit juste je serai pas journaliste parce que soi-disant voilà mon père est ceci, ma mère est cela. Et c'était même pas un problème d'argent, vous vous rendez compte de la phrase? C'était un problème de schéma social. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est totalement injuste. Et voilà, et je me suis dit, il faut qu'un jour je fasse quelque chose. Et souvent, je revois le visage de ce jeune garçon. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne l'ai jamais revu. Peut-être je le reverrai un jour, peut-être qu'il nous écoute ou qu'il nous regarde. Et en tout cas, il a peut-être été un des déclics à ce que vous me posez comme question, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que. C'est marrant parce que j'ai écouté plusieurs de vos interviews, de vos prises de parole, et même dans vos interviews écrites, vous parlez régulièrement d'héritage intellectuel. Qu'est-ce que vous espérez léguer à vos étudiants aujourd'hui, au même titre que vous avez peut-être légué à ce jeune, sans forcément le savoir, une certaine manière, une certaine vision des choses et de son métier, de sortir de son héritage culturel pour se créer lui-même un héritage intellectuel. En parlant d'héritage intellectuel, j'assume aussi deux vocables. La notion d'héritage, c'est la notion de transmission, mais l'héritage, on le reçoit, on s'en sert, on le cultive, on le fait fructifier ou pas, et on le transmet. Intellectuel, c'est là-dessus où je vais assumer le terme, à mon avis, n'est pas orateur, n'est pas présentateur, n'est pas journaliste, n'est pas communicant, celui qui veut. Il faut avoir un minimum de bagage. Et je pense que derrière le vocable intellectuel, il y a aussi ma volonté à rappeler qu'il faut travailler, qu'il faut se nourrir intellectuellement, il faut se nourrir des questions des autres, du regard des autres, des environnements que l'on va fréquenter d'une manière ou d'une autre, et puis vivre toutes les rencontres comme si c'était la dernière. C'est mon côté un peu Bouddha, ça. Hein. Juste ça. Mais celui-là, je l'aime bien. On vous l'accorde. Voilà, je pense effectivement que l'intellect est aujourd'hui important. Il faut se le redire, parce que dans la société dans laquelle nous sommes, il me semble que c'est devenu un gros mot, alors que ce doit être un beau mot et une force et un chemin à suivre. Pourquoi ce serait devenu un gros mot ? Parce qu'on donne toujours la part aux plus faibles, aux plus fragiles. Alors c'est normal de donner la part aux fragiles et aux faibles, mais si le monde n'était fait que des plus faibles ou des plus fragiles, je ne suis pas sûr que le monde avancerait. Donc il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y en a qui sont plus intelligents que les autres. Et c'est important de les suivre, c'est important de les regarder, c'est important d'en faire peut-être des boussoles et puis d'avancer à notre manière. Moi, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Par contre, j'ai repéré dans ma vie des gens plus intelligents que moi qui m'ont fait avancer et ils ont été des boussoles pour moi et ils continuent à l'être. Au-delà des personnes qu'on peut rencontrer effectivement et dont vous parlez pour créer cet héritage intellectuel, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un étudiant peut-être qui nous écoute qui d'ailleurs peut-être se dit moi aussi je voudrais faire ce superbe métier de journaliste, pour acquérir cet héritage intellectuel? Curiosité. Soyez curieux. Posez-vous des questions. Posez-vous sans cesse des questions. Ayez effectivement vos opinions, mais dites-vous que l'opinion des autres est très importante. Et pour comprendre, on dit toujours que pour comprendre le monde dans lequel on vit, il faut connaître le passé et puis se projeter dans l'avenir, donc vivre le présent. Dans le journalisme, c'est exactement la même chose. Si on n'écoute pas l'autre avec ses yeux, si on n'écoute pas l'autre avec
une bienveillance, l'autre va se bloquer, il ne parlera pas. Donc il n'y aura pas de curiosité possible où elle s'arrêtera à la première question. Et du coup, on ne pourra pas devenir journaliste. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux nous ont peut-être fait un petit peu diminuer ce rapport à la curiosité parce qu'il faut être rapide. Il faut être, oui, j'allais dire efficace. Vous voyez, il y avait le mot efficace dans ma tête et c'est le mot rapide qui est sorti. Il faut être rapide dans l'efficacité ou efficace dans la rapidité. C'est pas facile. Et moi, je vous remercie vraiment. Je vous remercie, Philippine. Je remercie l'Express Éducation de me donner ce temps. Je sais ce que c'est qu'un temps de... On va peut-être faire 40 minutes ensemble. C'est merveilleux d'avoir du temps pour exprimer une curiosité dont on a envie de parler. Je partage absolument votre avis. Dans un monde en plus qui va vite, parfois trop vite aussi, on a besoin effectivement de parler de ces sujets qui, au-delà de ça, sont importants, qui concernent les jeunes et les moins jeunes, l'héritage, la transmission, l'orientation aussi, on va en parler évidemment, parce que c'est aussi au cœur de vos activités aujourd'hui. Vous avez passé des années à transmettre et vous continuez à transmettre aujourd'hui, Marc-Alexis. Et dans ces années-là, il y a forcément, j'imagine, des visages qui restent, au même titre que le visage de ce jeune homme vous a marqué il y a quelques années. Est-ce qu'il y a un étudiant ou une personnalité, peut-être d'ailleurs, que vous avez interviewé, qui vous a marqué dans votre rôle de formateur, d'enseignant, de journaliste, dans cette vie qui a été la vôtre Alors... Je sais que ce n'est pas une question facile. Je vais renverser légèrement la question. C'est-à-dire que moi, j'ai fait philo, histoire et philo. Oui. Et il y a un prof qui m'a beaucoup marqué, Yves Catin. Il est décédé il y a 6 ou 7 ans. C'était un monsieur qui avait beaucoup de charisme, il parlait fort. C'était un disciple, comme il aimait à le dire, de Merleau-Ponty, un autre grand philosophe contemporain du XXe siècle. Et il y a quelque chose qui m'a toujours frappé chez lui, c'est la réponse qu'il m'a donnée devant toute la classe à une question que j'ai osé lui poser. En fin d'année, il dit « Bon, je vous ai parlé de Platon, je vous ai parlé de Socrate, je vous ai parlé de Spinoza. Maintenant, c'est vous qui allez me parler de moi. Posez-moi vos questions. » Et je lui dis « Monsieur, j'ai une question. Pourquoi êtes-vous toujours habillé de la même manière ?» Comment il l'a prise déjà cette Il a question. éclaté de rire. Il a éclaté de rire. Ouais. Les autres m'ont regardé en disant « Mais t'es complètement malade, le bac n'est pas passé, tu vas te faire flinguer. » C'est clair. Et en fait, il dit « Non, Roquejoffre a raison de me poser la question parce que pour moi, s'habiller, c'est une futilité. Donc j'ai 5 costumes identiques, j'ai 7 chemises identiques, 7 paires de chaussures identiques. Tous les jours, je change, mais en fait, je suis toujours habillé de la même manière parce que je ne veux pas perdre de temps sur ces choses de la vie qui ne sont pas, pour moi, importantes. Et je veux me consacrer à la transmission. » Bon, voilà une première réponse à votre question. Ensuite, il y a des interviews qui m'ont marqué en tant que journaliste, l'interview de Sœur Emmanuelle, que j'ai faite à Lourdes. J'ai fait aussi, alors actualité oblige, vous m'en voudriez si je ne parlais pas de ça. J'ai pas fait d'interview, mais j'ai fait 2 voyages pontificaux. D'accord. Enfin, 3 au total, mais 2 avec Jean-Paul II. Une fois, il était en pleine forme, c'était en 97, au JMJ de Paris. J'avais eu même la chance d'être accueilli dans les salons de l'Élysée par Bernadette Chirac. Et on était 5 journalistes pour boire un café avec le pape et le président Chirac. Donc c'est des choses dont on se souvient. Bah oui. C'est des choses dont on se souvient. Et puis j'ai retrouvé le pape sur son tout dernier voyage en Europe, qui était en France, donc à Lourdes. Tout à fait. La date, je ne m'en rappelle plus, j'ai un problème avec les dates. Mais voilà, j'ai vu 2 figures très particulières du pape. Je vais vous raconter une anecdote. En 97, c'est le début des téléphones portables. Ouais. Je travaille pour RCF, Radio Chrétienne de France. J'en suis pas encore directeur. Et moi, j'ai un petit côté anarchiste de droite, au sens où j'aime bien dire le mot de Cambronne quand il faut le dire, mais j'aime bien aussi être loyaliste quand il faut l'être.
Et là, la direction générale de RCF m'avait fait accréditer Presse élyséenne et Vatican. Donc, je faisais un peu ce que je voulais parmi le dispositif radiophonique. Nous étions à Longchamp, hippodrome de Longchamp. Le pape allait arriver, il était en retard. Et début des téléphones portables, donc début des pylônes de transmission. Oui. Il y avait beaucoup de monde, il y avait 1 million de jeunes. 1 million de jeunes sur cette esplanade. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, il y avait quand même beaucoup de téléphones. Sauf que quand ils se sont tous allumés au même moment, tout a lâché. Et moi, on m'avait dit, tu allumes ton téléphone pour être en direct qu'à 21h. Donc, à 20h15, tout saute. Tout. Moi, on m'a dit 21h. J'attends 21h. Je me connecte. Ah, Marc-Alexis, génial, t'es en direct, il n'y a plus que toi, on te prend. Mais j'ai dit, mais j'ai rien à dire. Débrouille-toi, on m'a pas tout à fait dit ça. Démerde-toi pour être sur un des espaces où le pape va passer, en papa mobile. Et là, j'ai demandé à une policière où le pape allait passer. Deuxième petite anecdote, mais je sais que les journalistes en sont friands. Pour obtenir l'information, j'ai partagé mon sandwich avec la policière. Mais non. Je vous promets que c'est vrai. Elle m'a dit à quel endroit me rendre. Un quart d'heure après, donc il est 21h15, le pape arrive. On est devant le îlot des personnes handicapées. Et là, j'ai vécu un moment où je redeviens sérieux. J'ai vécu un moment extrêmement fort où j'ai vu les policiers. Donc à l'époque, les policiers avaient encore leur képi. C'était pas des casquettes. Les policiers ont enlevé les képis quand la voiture du pape est arrivée pour que les personnes handicapés qui étaient derrière eux, derrière nous, puissent les voir parce que vous aviez, je ne sais pas combien de dizaines de lits d'hôpitaux avec des malades là. Et là, le pape a fait arrêter sa voiture. Et dans ses yeux, j'ai vu des choses indescriptibles. Indescriptibles. Et je lui ai jamais parlé. Mais voilà, il y a eu ce moment, le café à l'Élysée, ce moment. Et puis beaucoup plus tard, lorsqu'il est lors de son tout dernier voyage, il a fait signe à un de ses accompagnateurs pour me remettre un petit cadeau, une médaille. Et j'ai toujours cette médaille dans mon bureau. Sacrée expérience. Oui, ce sont des expériences qui marquent. Alors, on change un peu de sujet, mais on revient toujours, cela dit, au même. C'est le fait que l'enseignement, quelque part, est souvent un miroir. C'est en tout cas ce qu'on constate dans les interviews qu'on fait ici dans 20 sur 20. Et puis, c'est au-delà de ça, ce que nous disent les enseignants. Un miroir, qu'est-ce que cette activité-là, qui a suivi votre activité de journaliste, vous a appris sur vous-même, Marc-Alexis? La patience. Encore et toujours. En opposition avec ce que je disais tout à l'heure. Ben oui. Le calme devant les méandres de l'administration française et les incohérences des systèmes éducatifs. Ça m'a appris aussi la force du témoignage. C'est-à-dire ? Je vois le visage des étudiants quand je témoigne ou qu'on fait venir des témoins ou que d'autres enseignants de l'école IFIC témoignent et qui ne sont pas dans le professorat basé sur le socle des référentiels. Ouais. C'est quelque chose de formidable. Ils vous regardent. Je ne sais pas s'ils prennent des notes, je m'en fiche. Mais quand on entend ensuite ceux qui sont capables de redire de la séquence, là, moi, je pense qu'on a Vous avez tout gagné. Ouais, voilà, on l'a dit ensemble. Là, j'ai tout gagné. Et puis, j'ai envie de dire aussi, parce qu'on vit ça, c'est un peu surprenant de le dire, mais c'est vrai, on vit ça aussi comme une aventure de couple avec Marité, qui entre-temps est devenue mon épouse, ou moi je suis devenu son époux. On vit ça en aventure de couple, on n'a pas eu d'enfant ensemble, on a l'IFIC. C'est un petit bébé que l'on fait grandir. Oui. Alors, des fois, on se fâche parce qu'on n'est pas d'accord sur la manière dont on doit le faire grandir, comme tout couple qui aurait des enfants. Mais c'est une belle aventure. Et puis, on a de plus en plus de partenaires. Voyez-vous m'inviter aujourd'hui, on ne se serait pas connus probablement si l'IFIC n'existait pas. Tout à fait. Voilà, c'est une très belle aventure. Sur cette aventure aussi, j'imagine que
et vous ne cessez de parler, j'adore ça, de transmission depuis le début de cet épisode. Vous ne cessez aussi de transmettre à ces jeunes des compétences, un métier qui est le vôtre, une passion, un amour pour ce que vous avez fait et pour ce que eux vont avoir à faire dans les prochaines années, les prochaines décennies, à inventer le futur du journalisme aussi. Euh, les codes de la communication, ils évoluent très très vite. Et vous le savez mieux que moi. C'est quoi les compétences clés aujourd'hui, demain, ou les qualités qui vous semblent en tout cas essentielles aujourd'hui pour les jeunes qui entrent dans ce domaine? Dans le domaine de la communication Ouais, le journalisme. et du journalisme, bienveillance, respect, curiosité, on en a déjà parlé, interrogation. Voilà, je crois que ça, ce sont déjà des codes très importants. Ce sont des valeurs, vous allez me dire, ce sont des valeurs. Oui, ce sont des valeurs, mais ce sont aussi des codes. Tout à fait. Tout à fait. Vous me demandez les codes, je réponds valeurs. Parce que pour moi, c'est la même chose. C'est indissociable. C'est indissociable. Ouais. Écoute. Et puis, dans le respect, ne pas faire dire ce que l'on a envie de dire nous-mêmes, mais faire dire ce que l'autre a peut-être la capacité à dire à condition de savoir l'accoucher ou le faire accoucher Tout à fait. de ce qu'il a en lui. Et c'est là-dessus que la bienveillance est fondamentale. C'est marrant parce que régulièrement dans ces épisodes, je pose une question à la toute fin des interviews en disant quelle est la compétence qu'on devrait avoir ou qu'un jeune devrait avoir aujourd'hui au XXIe siècle, en 2025. Et beaucoup de nos invités disent l'esprit critique. Et vous, quelque part dans votre réponse, elle est... Alors, je comprends que vous sous-entendez aussi par la curiosité, par les valeurs que vous mettez en avant, qu'il y a aussi un aspect de l'esprit critique qui est essentiel, surtout dans ce métier du journalisme. Mais quelque part, quand vous parlez de bienveillance, quand vous parlez d'écoute, etc., ce sont presque des bases humaines, des valeurs humaines. Vous y revenez là? Oui, ce sont surtout des choses qui sont anciennes, qui ont disparu, qui ne sont plus à la mode, qui sont presque des gros mots. C'est triste, hein? Ouais, moi, quand j'étais à l'école, au collège, au lycée, que quelqu'un entrait dans la salle, on se levait. Et on n'en faisait pas tout un cinéma. C'est dû à quoi, alors, ça? Je peux faire un peu de politique. Mais vous faites ce que vous voulez. Le laxisme ambiant, le laxisme social, le laxisme de société dans lequel nous sommes, et qui fait qu'aujourd'hui, on ne veut plus de règles au nom du refus de la règle. Mais la règle, on en a tous les jours. Moi, pour être devant vous aujourd'hui, j'ai dû m'organiser, j'ai dû arriver à l'heure, je sais que j'étais à l'heure. Vous-même, vous étiez présente, vous avez dû vous organiser. C'est quoi le problème? Il y a des règles, on doit les assumer. Mais dans l'éducation, c'est exactement la même chose. Ouais. Et le respect de l'autre passe par des règles. Absence de règles égale laxisme. Sacré sujet. La question du diplôme est une autre question qui est de plus en plus discutée en France aussi. Quel diplôme on peut avoir quand on sort de l'IFIC aujourd'hui? Alors, des diplômes RNCP, reconnus par France Compétences, le bachelor responsable projet communication, diplôme 38125, le master directeur image projet communication, reconnu par France Compétences, RNCP 35593, et le diplôme de niveau 6 et 7, qui s'appelle tout simplement journalisme, c'est ça, à partir du post-bac. Donc, bac juste après le bac, en 3 ans ou en 5 ans, qui lui est le 38 890. Si ça, c'est pas précis, mesdames et messieurs. C'est important. Nous sommes à un moment de... Enfin, un moment. Non, nous sommes dans un contexte où le diplôme est important. Mais moi, j'aime beaucoup la question que vous me posez ou l'environnement vers lequel vous m'amenez, parce que je pense que vous-même, dans vos podcasts, vous allez évoluer sur les questions que vous poserez à mes confrères, même à mes concurrents,
sur le rapport au diplôme et d'ici 5 ans. Oui. J'ai écouté un de vos podcasts que j'ai beaucoup aimé, d'une directrice d'école qui a fait le pari de ne pas être sur des diplômes RNCP, mais simplement des certifications en 3 mois. Et elle cartonne. Tout à Et fait. elle est venue le dire à votre micro. Tout à fait. Moi, je lui dis bravo à cette dame. C'était iconoclaste, me Oui. semble-t-il. Voilà. Je lui dis bravo et je vous dis bravo à vous d'avoir posé la question ou de l'avoir amené vers cette orientation-là. Parce qu'aujourd'hui, il est de bon temps de dire il nous faut des diplômes, il nous faut des diplômes. Ouais, ok. Allez, tant pis si je me prends un contrôle. Quand on voit le contenu des référentiels qui sont la base des diplômes, on se demande où est la pratique réelle, métier par métier, que l'on voudrait transmettre ou que l'on voudrait acquérir ou que l'on souhaiterait qu'un jeune puisse acquérir. C'est pour ça que les certifications sont très importantes. Moi, je suis en train de réfléchir à me rapprocher de certificateurs étrangers, européens, qui n'ont pas les mêmes codes que les certificateurs français, parce qu'à un moment donné, l'expérience doit être prise en compte, et aujourd'hui en France, elle n'est pas suffisamment prise en compte. Et puis j'ai une autre expérience qui fait que depuis plusieurs années, je vais régulièrement en Afrique, où je vois à quel point les jeunes Africains, ou les moins jeunes d'ailleurs, ont besoin de se former, mais sur des choses extrêmement courtes, extrêmement précises, extrêmement concrètes. Et la seule chose qu'ils veulent à la fin, c'est ce qu'ils appellent le parchemin. Et nous, en France, on ne sait même plus ce qu'est un parchemin. C'est une reconnaissance de certification. Je pense donc, mais pardonnez-moi Philippine, je suis bavard, je pense donc que le diplôme va progressivement perdre les qualifications et les qualificatifs qu'il peut avoir aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il va perdre de la valeur aussi ? Forcément. Forcément. Mais ça pose de vraies questions, parce qu'effectivement, des grandes écoles comme Sciences Po, comme l'ENA, comme l'ESSEC et d'autres qu'on considère comme étant des grandes écoles, ou en tout cas qui s'appellent les grandes écoles, ont des étudiants qui sortent avec des qualifications, avec des diplômes, etc. Et si en fait on se dit que le monde de demain est plutôt fait de compétences et d'expériences plutôt que de diplômes. Alors, l'ENA, c'est drôle parce que l'ENA a mis en place il y a une dizaine d'années ce qu'on appelle l'ascenseur social dans l'ENA, où il est possible de faire un concours interne à condition, sans avoir les bagages des futurs énarques, mais uniquement basé sur les compétences du terrain. Donc c'est intéressant d'apprendre ça. Sauf qu'à la fin du concours, vous avez quand même besoin de passer un nouveau concours qui vous permet d'avoir un diplôme. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Bien sûr. Bien sûr. Comme quoi, il y a peut-être un modèle à réinventer, en tout cas. Question, en tout cas, du diplôme, je disais, qui est de plus en plus discuté en France. Des alternatives comme des certifications, des badges, des validations des acquis aussi, prennent de l'ampleur. On a un peu l'impression aussi, parfois, qu'il y a un déplacement de la légitimité académique vers l'expérientiel. Et en ce sens, mais là aussi vous me devancez, généralement à la fin de ces épisodes, je pose une question, je dis diplôme ou expérience ? C'est la fin de l'émission ? C'est pas la fin de l'émission, mais on prend de l'avance avec vous. Mais ça pose cette question-là, typiquement tout ce que vous me dites. Diplôme ou expérience, ou est-ce qu'on a le droit de faire un peu des deux ? Est-ce qu'aujourd'hui le système actuel d'orientation et d'enseignement supérieur nous permet de le faire ? Est-ce que l'expérience est aussi reconnue dans une entreprise ou dans une rédaction, par exemple, qu'une certification ou qu'un diplôme ? Tout ça, je comprends que les jeunes soient un peu perdus sur le sujet. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit de faire évoluer le système, même le système académique ? Ils sont nombreux à le vouloir, ça c'est sûr. Tous qui viennent ici. Alors, donnez-moi leur téléphone. On va tous se coaliser pour créer une sorte d'association, j'en sais rien, histoire d'aller voir le Premier ministre ou actuellement la ministre de l'Éducation nationale et pour leur dire des choses, mais à mon avis, qui ne vont pas les surprendre. Ils en sont convaincus, que ce soit Madame Borne ou Monsieur Bayrou.
ils sont convaincus qu'il faut avancer, qu'il faut évoluer. Sauf que c'est le système qui refuse cette évolution. Parce qu'il y en a, ça arrange. Alors, vous me dites les jeunes aujourd'hui sont un peu perdus. Oui, ils sont perdus. S'ils sont en France, ils se doivent d'avoir un diplôme. Peut-être que leurs enfants n'auront pas ce besoin-là. Mais aujourd'hui, un jeune de 20 ans se doit d'avoir un diplôme. Pour autant, il se doit d'avoir de l'expérience. Parce qu'un diplôme sans aucune expérience, eh bien, ça ne donne pas un emploi. Et pour avoir de l'expérience, on peut passer par des écoles qui vont proposer des certifications en parallèle des diplômes. Avec des stages, avec des rencontres avec des professionnels aussi, j'imagine. L'expérience, c'est ça aussi que vous valorisez, de ce que je comprends. Et puis, moi, j'aime bien prendre l'exemple aussi de la machine à café. Moi, j'ai commencé ma carrière avec la machine à café. Je me levais tous les matins à 4 heures, j'allais dans une radio du réseau Radio France, et mon seul rôle, j'étais pas payé, j'avais 18 ans, mon seul rôle, c'était de servir le café aux hommes politiques qui venaient devant les micros. C'est comme ça qu'on se crée un réseau, je l'ai dit. Hein. Eh mais c'est vous qui l'avez dit. Donc, il ne faut pas avoir peur du réseau, il ne faut pas avoir peur de se créer le réseau, il ne faut pas avoir peur de boire quelques cafés. Ce sera le mot fil rouge de cette interview, ça c'est sûr. Marc-Alexis, on arrive à la fin de cette interview, mais avant de terminer, j'ai quand même 2 questions à vous poser. Vous avez passé votre vie à interroger les autres. Quelle est la question que personne ne vous a jamais posée et que vous aimeriez qu'on vous pose ? Avez-vous envie de faire de la politique ? Avez-vous envie, Marc-Alexis, de faire de la politique ? Oui, j'ai envie, mais je pense que j'en fais depuis 30 ans, 35 ans. C'est un peu ce que j'allais vous dire. En posant des questions, en orientant les questions, vous avez fait avec moi pendant 40 minutes, Philippine, de la politique, puisque vous avez vous aussi posé des questions qui m'ont permis de dire des choses. C'est pas de la connivence, c'est simplement me permettre d'être moi-même devant un micro. Ouais. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire en radio et en télé durant 35 ans, en refusant certaines questions pour ne pas amener mes invités dans telle direction, parce que j'estimais qu'il fallait pas y aller. Et puis à d'autres reprises, dans d'autres cas, j'estimais qu'il fallait aller dans telle ou telle direction, donc on posait cette question-là. Mais ça restera peut-être un peu le drame de ma vie sociale, de ne jamais avoir eu le courage aussi, je dois le dire, de me présenter devant les électeurs. Il n'est pas trop tard. Oui, mais vous savez, moi, je suis ni vraiment de gauche et pas suffisamment de droite. Donc... c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu polarisé. Voilà, il faut choisir un camp. Le clivage, il est compliqué. Moi, je ne m'y reconnais pas dans le clivage. Il y a peut-être une 3e voie inventée, Marc-Alexis. Peut-être. S'il devait rester qu'un seul message à transmettre à celles et ceux qui nous écoutent, et peut-être aux plus jeunes aujourd'hui. Alors, je ne vais pas leur dire le truc bateau, vénialifique. Non, je ne vais pas dire ça. Je vais prendre une phrase de René Char. Attelle ton char à une étoile. Vis tes rêves. Je la connaissais pas, celle-là. Et dépasse-toi. Attelle ton char à une étoile. Ça, c'est canon, ça. C'est hyper visuel, en plus. Mesdames et messieurs, attelez votre char à une étoile. Bien sûr. On va passer à la dernière partie de l'interview, qui est des questions plus simples en tout cas plus simples. Pas forcément plus simples, d'ailleurs. Peut-être un peu plus philosophiques, mais qui demandent des réponses plus courtes. Donc en fait, elles sont J'ai pas plus simples, compris elles le sont plus message, courtes. je regarde la caméra. Vous n'aurez pas 2 heures, Marc-Alexis. Bon courage. Donc concrètement, une question, c'est quoi ? 30 secondes de réponse ? Ouais, en gros. Okay. Ça vous va ? Ouais, c'est très bien. C'est quoi votre plus grande fierté dans votre parcours ? D'avoir cru que c'était possible et de l'avoir fait sans forcément l'aide des autres au démarrage. Diplôme ou expérience ? Expérience, et j'en rajoute un pour faire 30 secondes. Expérience. Yes. C'est quoi la qualité la plus importante pour réussir dans l'éducation, l'orientation ou l'enseignement supérieur en France ? La constance, la patience
Et puis peut-être par moment un petit coup d'envie de bouger les lignes. Un petit coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. Une chose, s'il n'y avait qu'une chose, là vous avez une baguette magique et vous dites je veux changer ça dans l'enseignement supérieur, dans le système, qu'est-ce que vous feriez? Je ferai en sorte que le mot métier redevienne presque une valeur, quelque chose qui nous permet de grandir, de nous projeter dans l'avenir, et non pas quelque chose qui nécessite qu'à l'âge de 10 ans, 11 ans, on soit obligé d'aller vers ce métier parce qu'on nous l'aurait imposé, soit par raison sociale, papa-maman, ou maman-maman, soit parce que la maîtresse ou le maître nous aurait dit « il faut aller dans telle direction parce que toi, tu es trop mauvais pour aller dans une autre ». Non, rêvez votre métier. J'adore. J'ai envie de terminer là-dessus, mais je peux pas. Donc on va continuer avec un livre qui vous a inspiré dans votre parcours. Jonathan Goéland, de Livingstone. Un livre que j'ai lu plusieurs fois dans ma vie. Le Petit Prince, bien sûr, d'Antoine de Saint-Exupéry. Qui, d'une manière comme d'une autre d'ailleurs, que ce soit Jonathan le Livingstone ou le Goéland, pardon, ou Le Petit Prince, sont des livres qui permettent d'accepter là où l'on est et de se projeter dans le futur. Le prof qui a changé votre vie? Je l'ai dit tout à l'heure, Yves Catin, à qui je rends un nouveau hommage. Et pour finir, si vous aviez, ou du moins si vous deviez passer le flambeau de ce micro, le micro de 20 sur 20, à 1, 2 ou 3 personnes dans le secteur de l'éducation en général, pour avoir une discussion comme celle qu'on a eue aujourd'hui, à qui vous pourriez penser? Aux étudiants de l'IFIC. Vous nous donnez leur numéro? Avec plaisir. On va créer une petite coalition de gens qui veulent changer le système ou en tout cas le faire bouger. Et puis avec les étudiants de l'IFIC pour continuer à en parler. Merci infiniment, en tout cas, Marc-Alexis. Donnez-moi encore 30 secondes pour vous remercier, Philippine, remercier Marine, remercier toutes celles et ceux qui nous ont accueillis, celles et ceux qui sont présents aussi. Je ne connais pas le prénom de ce monsieur. Nicolas, il est caché voilà, derrière la caméra. Puisque les assistants techniques sont très importants dans ce type d'entretien. Merci beaucoup pour votre écoute. Voilà. Merci à vous. En tout cas, on est très touchés. À bientôt sur 20 sur 20.